Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil mathématique qui est absolument fondamental en intelligence artificielle, la pseudo-inverse de Moore-Penrose. Ça a l'air un peu barbare comme nom, mais vous allez voir, c'est en fait la clé pour résoudre des problèmes qui, à première vue, n'ont tout simplement pas de solution. Alors, imaginez un peu le scénario, on est en train d'entraîner un modèle de machine learning, on a plein de données, mais voilà, notre système d'équations n'a aucune solution parfaite. Aucune. Et ça, croyez-moi, c'est une situation qui arrive tout le temps. Surtout quand on travaille avec des données du monde réel, qui sont par nature un peu sales, un peu bruitées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'éponge? Non, bien sûr que non. C'est vrai que dans un monde parfait, comme dans nos vieux cours d'algèbre, tout tombe juste. Les équations s'alignent et hop, on a une belle solution unique. Mais le machine learning, ce n'est pas un monde parfait. On se retrouve presque toujours avec ce qu'on appelle des systèmes surdéterminés. En gros, ça veut dire qu'on a plus d'équations que d'inconnus, plus de données ou de contraintes que de variables à ajuster. Et là, impossible de satisfaire tout le monde parfaitement. C'est précisément à ce moment-là que l'idée de trouver la meilleure solution possible, même si elle n'est pas parfaite, devient absolument essentielle. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par bien poser le problème de l'équation impossible. Ensuite, un petit voyage dans le temps pour voir d'où ça vient. Après, on définira ce que c'est que cette meilleure inverse, puis on regardera sous le capot pour voir comment ça marche avec la SVD. Bien sûr, on verra des exemples concrets et on terminera par les cas où même la meilleure solution, ne suffit pas. C'est parti. Il faut savoir que cette idée de trouver une meilleure solution, ce n'est pas du tout une idée récente. Pour vraiment saisir sa puissance, il faut faire un petit bond en arrière. C'est le résultat de presque un siècle de recherche par des mathématiciens de génie qui se sont posé une question fondamentale. Comment peut-on généraliser l'inversion d'une matrice ? Tout commence en 1920 avec un certain E.H. Moore qui a posé les premières bases. Mais le vrai coup de génie, il arrive en 1955 avec Roger Penrose. Et oui, c'est bien lui, le même Roger Penrose qui recevra plus tard le prix Nobel de physique. Il a repris l'idée et l'a redéfinie d'une façon beaucoup plus générale et solide. Et quelques années plus tard, en 1959, un autre mathématicien, McDuffie, a montré comment on pouvait la construire en pratique. C'est vraiment un bel exemple de comment la science avance, par petites touches successives. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette inverse si spéciale au juste? Et pourquoi ce préfixe pseudo? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne se comporte pas tout à fait comme une inverse classique. C'est plutôt la meilleure approximation qu'on puisse trouver, mais une approximation qui obéit à des règles mathématiques très précises. Allez, un peu de définition formelle, mais promis, on va faire simple. Pour un système d'équations AX égale B qui n'a pas de solution unique, la pseudo-inverse qu'on note A+, va nous donner la solution X bar qui rend l'erreur la plus petite possible. C'est ce qu'on appelle la solution au sens des moindres carrés. Et ce concept, les moindres carrés, c'est vraiment la pierre angulaire de quasiment tout le machine learning. Pour le dire autrement, la pseudo-inverse, c'est l'art de trouver le meilleur compromis quand on a tout un tas de contraintes qui se tirent dans les pattes. Et pour qu'une matrice soit la pseudo-inverse d'une autre, elle doit respecter ces 4 conditions posées par Penrose. C'est un peu sa carte d'identité, il n'y en a qu'une qui les vérifie toutes. Sans plonger dans les détails de chaque équation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle garantisse 2 choses fondamentales. Premièrement, cette meilleure inverse existe toujours, quelle que soit la matrice de départ, et deuxièmement, elle est unique, c'est super important. Pour les 2 dernières conditions, le mot hermitienne signifie juste que le résultat a une belle propriété de symétrie. Au final, ces 4 règles, c'est ce qui transforme une idée un peu floue de meilleure solution en un outil mathématique solide et sur lequel on peut compter. Une bonne analogie pour bien se représenter ça, c'est celle du passe-partout. Imaginez une serrure un peu complexe. La pseudo-inverse, ce n'est pas la clé d'origine, donc elle ne va pas ouvrir la porte parfaitement du premier coup, mais de toutes les clés qu'on pourrait essayer, c'est la seule qui va réussir à tourner le mécanisme le plus loin possible, sans forcer et sans rien abîmer. C'est ça l'idée, faire au mieux avec ce qu'on a. Ok, on a la définition, on a l'intuition. Maintenant la question c'est comment on la calcule en pratique. Comment on passe de la belle théorie mathématique à un algorithme qui peut tourner sur nos machines? La réponse, elle tient en 3 lettres magiques, SVD. SVD, ça veut dire décomposition en valeur singulière. Et c'est, sans exagérer, un des couteaux suisses les plus puissants de l'algèbre linéaire. Le principe, c'est que n'importe quelle matrice A peut être cassée en 3 morceaux. U et V, ce sont des matrices qui représentent des rotations, des changements de perspective. Et la matrice S, au milieu, c'est la plus importante. C'est une matrice diagonale qui contient les fameuses valeurs singulières. On peut voir ces valeurs comme l'importance, le poids de chaque direction ou de chaque dimension de nos données. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a cette décomposition, le calcul de la pseudo-inverse devient presque un jeu d'enfant. C'est en 3 étapes. 1. On calcule la SVD de notre matrice A pour obtenir U, S et V. 2. On prend la matrice S et on crée une nouvelle matrice S+. Pour ça, c'est simple. On prend l'inverse de chaque valeur singulière sur la diagonale, sauf si elle est égale à 0. Si c'est 0, on laisse 0. Et étape 3, on remélange le tout, mais dans un ordre un peu différent. La pseudo-inverse A+, c'est V fois S+, fois U transposé. Et voilà, le tour est joué.
Bon, tout ça c'est super, mais la question qu'on se pose tous, c'est à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, on serait surpris de savoir à quel point cet outil est partout. Il est au cœur de plein de technologies d'IA qu'on utilise au quotidien, notamment dès qu'on touche au traitement d'images ou de signaux. Premier exemple, et c'est un cas d'usage vraiment important, l'imagerie médicale. Pour qu'un examen IRM soit plus rapide, et donc plus confortable pour le patient, on est obligé de capter moins de données. Le problème, c'est que ça donne une image de base qui est très incomplète, pleine de trous et de bruit. Et là, regardez la différence. C'est assez bluffant, non? À gauche, on a les données brutes, incomplètes, quasi illisibles. Et à droite, l'image finale, nette et précise, que le médecin peut analyser. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est exactement ce qu'on appelle un problème inverse. On a un système d'équations avec beaucoup plus d'inconnus que de données. Et on le résout en cherchant la meilleure image possible, grâce à des algorithmes qui reposent, vous l'avez deviné, sur la pseudo-inverse. Passons à une deuxième application tout aussi fascinante, le compressive sensing, ou la détection compressive d'images. La question ici est la suivante: comment est-ce qu'on peut reconstruire une image de super qualité en ne gardant qu'une toute petite fraction des données de départ? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce tableau compare différentes méthodes pour reconstruire une image en n'utilisant que 10% des pixels d'origine. La méthode qui nous intéresse, c'est la dernière, SVD invit, qui est basée sur la pseudo-inverse. Regardez ces scores PSNR et SSIM. Ce sont deux indicateurs de qualité d'image, plus ils sont hauts, mieux c'est. Et on voit que notre méthode se défend très très bien. C'est la preuve concrète que c'est une technique super efficace pour deviner intelligemment toute l'information qui manque. Bon, on a vu que c'est un outil puissant. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique. Comme n'importe quel outil, la pseudo-inverse a ses limites. Et ces limites, on les rencontre surtout quand on essaie de l'utiliser dans les architectures d'IA les plus complexes d'aujourd'hui, comme les réseaux de neurones très profonds. Et là, on touche au cœur du problème pour l'IA moderne. Pour qu'un réseau de neurones apprenne, on doit utiliser un processus appelé la descente de gradient, qui nécessite de calculer des dérivées en permanence. Le gros souci, c'est que la dérivée de la SVD et donc de notre pseudo-inverse devient complètement instable, voire impossible à calculer si deux valeurs singulières sont identiques ou même juste très proches. En pratique, ça peut faire exploser les calculs et planter complètement l'entraînement du modèle. C'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Et au-delà de la théorie, il y a aussi des problèmes très pratiques. Regardez ce graphique, c'est assez édifiant. Il montre la mémoire utilisée pour calculer la pseudo-inverse d'une grosse matrice avec deux librairies Python très connues, NumPy et SciPy. Pour exactement la même tâche, on voit que l'implémentation de SciPy consomme plus de 20 fois plus de mémoire. Pourquoi? Simplement parce qu'en coulisses, elle n'utilise pas le même algorithme. Ça montre bien qu'en pratique, le diable se cache dans les détails. Pour bien se figurer ce problème d'instabilité, on peut reprendre l'analogie de l'équilibre. Imaginez que vous essayez de faire tenir un crayon en équilibre sur sa pointe. Si les valeurs singulières sont toutes bien distinctes, la pointe est fine, c'est difficile, mais on peut trouver le point d'équilibre. Par contre, si deux valeurs singulières deviennent identiques, c'est comme si la pointe du crayon s'aplatissait et devenait une surface. D'un coup, il n'y a plus un seul point d'équilibre, mais une infinité. Et pour un algorithme, c'est le chaos. Comment choisir le bon? Le calcul de la dérivée devient tout simplement impossible. Allez, pour résumer tout ça, si on devait retenir 4 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, la pseudo-inverse de Moore-Penrose, c'est notre meilleure arme pour trouver la solution la plus juste possible à des systèmes d'équations qui n'en ont pas. Deuxièmement, son moteur de calcul, c'est la fameuse SVD. Troisièmement, elle est cruciale dans des domaines comme l'imagerie médicale ou la reconstruction de données. Et enfin, quatrièmement, sa principale faiblesse, c'est son instabilité numérique, qui est un vrai challenge pour l'entraînement des IA les plus avancés. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus philosophique mais qui est fondamentale. La pseudo-inverse, c'est génial, elle nous donne la réponse qui est mathématiquement la meilleure. Mais voilà, dans notre monde, les données peuvent être biaisées et les décisions prises par les IA ont des conséquences bien réelles sur nos vies. Alors comment peut-on être sûr que cette meilleure solution mathématique est aussi la bonne solution, la solution la plus juste d'un point de vue éthique ou social? C'est une réflexion qui sera cruciale pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir suivi.